Bienvenue à cette troisième capsule vidéo en histoire franco-américaine. Dans les deux premières vidéos, nous avons vu le début des migrations canadiennes-françaises vers le nord-est, l'établissement de communautés aux institutions distinctes et les défis qui attendent les migrants et leurs descendants. Eh bien, l'immigration est en soi un défi pour les gouvernements qui se succèdent à Ottawa et à Québec. Cet enjeu est en fait incontournable puisqu'il semble donner preuve que les affaires publiques du Québec sont désordonnées. Tout n'est pas rose au point de vue économique et on cherche des réponses, on cherche des solutions. Ces caricatures illustrent cet aspect politique. Pour le premier ministre John A. Macdonald et les conservateurs, à partir des années 1870, les réponses passent par une hausse des tarifs douaniers qui doit contribuer au développement industriel. On cherche à imiter la politique commerciale des États-Unis, qui, on le voit à droite, attire sinon le Canada tout entier, alors les Canadiens et les Canadiennes qui s'exilent. Diverses politiques sont mises de l'avant afin de contrer ce qu'on appelle un fléau. Au Québec, on privilégie le développement de régions périphériques, par exemple le Témiscouata, les Laurentides, plus tard l'Abitibi, par la colonisation agricole. Les grands partis s'unissent derrière ce projet, or les réussites sont négligeables. On ne doit oublier le travail requis pour rendre un lopin productif, une terre loin de tout qui ne rapporte pas d'argent dans une économie de plus en plus commercialisée. Par rapport au chemin de fer, le gouvernement provincial s'endette sérieusement dans de tels projets d'infrastructure sans voir de gains à court terme. Une industrialisation soutenue des régions ne viendra qu'en fin de siècle, notamment avec les pâtes et papiers et le textile. Au-delà de la politique commerciale du pays, on tente de faire vibrer le patriotisme et l'attachement au sol des Canadiennes et des Canadiens français. Pour des centaines de milliers de gens, cela n'aura aucun effet. Et on les accusera même de trahison et de toutes sortes de vices. D'autres leaders viseront des solutions politiques plus radicales ou, désespérants, chercheront simplement à remplacer celles et ceux qui quittent, en attirant des immigrants d'ailleurs. Mais revenons aux Franco-Américains qui, eux aussi, ont leur histoire politique. Leur entrée politique est graduelle, surtout chez les immigrants qui voient peu d'avantages à la citoyenneté américaine et qui contemplent revenir au Québec. Mais pour les gens de la prochaine génération, qui naît citoyenne et qui baigne dans un environnement états-unien, une implication vient plus facilement. On la remarque dans l'arène politique des États-Unis, surtout à partir des années 1890. Il y a des enjeux tangibles qui motivent les chefs des communautés franco-américaines. Licence de débit de boissons, contrats, accès à la fonction publique. On va le voir sur la prochaine diapositive d'ailleurs, il y en a beaucoup de tels facteurs. On souhaite une plus grande influence politique franco-américaine afin de promouvoir ses propres intérêts collectifs, mais aussi ceux de l'Église, puis contrer la xénophobie. Avec les démarches de naturalisation, les deux grands partis voient un possible avantage à faire la cour à ces nouveaux électeurs. Et très tôt, les Franco-Américains divisent leur vote. Ce n'est pas là un vote captif. Et au fil des ans, les chefs gravissent les échelons. Benjamin Lantier, qu'on voit en haut, est un rédacteur qui consolide un empire médiatique favorable aux démocrates en 1892. Aram Poitier, si bas, un républicain, sera élu gouverneur du Rhode Island 7 fois. J'en ai parlé. Il y a des enjeux concrets et des enjeux symboliques. On en voit ici. Les deux premières puces indiquent les enjeux qui sont assez tangibles, assez concrets, que ce soit au niveau de la vie communautaire ou des intérêts spécifiques des chefs communautaires. Or, on le voit aussi, il y a l'occasion d'affirmer le dévouement de cette communauté ethnique aux États-Unis. Or, ce n'est pas facile de déterminer ce qui joue le plus dans le comportement électoral des Franco. On soupçonne très souvent que ce sont les mêmes questions qui influencent le reste de l'électorat des États-Unis, par exemple des crises économiques ou des débats et des scandales à l'échelle locale, tout simplement. Les succès et les percées se poursuivent dans l'entre-deux-guerres. Joseph de Nonville-Bachan,
né dans les cantons de l'Est, est élu à l'Assemblée du Vermont et devient conseiller du gouverneur en matière de commerce. Félix Hébert devient sénateur du Rhode Island à Washington. Si ces deux hommes sont républicains, la communauté franco-américaine entre pleinement dans le giron démocrate dans les années 1920. On croit les démocrates plus près des intérêts de la classe ouvrière et on se méfie de la proximité entre les républicains et le ténor du mouvement nativiste. Cet appui en bloc durera jusqu'aux années 1970. Ici, nous avons d'autres exemples de cette représentation croissante dans les lieux de pouvoir du Nord-Est. Déjà, il y a 8 membres franco-américains à l'Assemblée d'État du Massachusetts en 1906. Peu à peu, les Franco font la conquête des mairies des grands centres industriels, Woonsocket dès les années 1890, puis Lewiston, Manchester, Fall River, c'est au cours des années 1920, et dans les années 1930, Lowell, et j'en passe. Bref, si les Franco-Américains demeurent minoritaires dans tous les États et dans la plupart des villes, ils s'organisent, ils s'affirment, ils intègrent des postes influents, ils deviennent visibles, tout comme ils le sont lors de défilés de la Saint-Jean-Baptiste, lors de grèves, lors de controverses religieuses, etc. Certains auteurs ont fait allusion à une aliénation sociale et politique en sol états-unien. Il n'en est rien. En fait, l'affirmation politique dont j'ai discuté se pointe en d'autres sphères. Dès le début des années 1880, on s'organise en masse pour riposter au colonel Wright, qui, citant des ouvriers irlandais, émet des déclarations racialisantes et méprisantes à l'égard des Franco. Dans les années 1890, on fait front commun dans la ville industrielle de Waterbury, au Connecticut, pour persuader l'un ou l'autre des partis de sélectionner un Franco à qui on promet un appui indéfectible, peu importe ses couleurs. On cherche toujours une unité essentielle transcendant la géographie et différentes allégeances partisanes. Parfois, on y arrive. C'est le cas lorsqu'il est question de contrer des propos ou des politiques xénophobes, et ça se fait par des rassemblements, des manifestations, des pétitions, etc. Au fil du temps, rien de plus naturel qu'une graduelle intégration. Une identité hybride qui fusionne des éléments du mainstream américain, du courant dominant américain, et l'héritage canadien-français se développe. Les petits Canada, après tout, ne sont pas étanches. On se frotte à un monde culturel qui est plus large. Voici ce que Robert Rumier déclare par rapport à l'époque de la Première Guerre mondiale. Ces chefs ne se paient pas d'illusions. Les Canadiens français, en s'installant aux États-Unis, ont changé de cadre géographique et d'institutions politiques. Leur vie économique et sociale n'est plus tout à fait la même. Il leur reste le voisinage et les traditions de la province de Québec. Le but à poursuivre pour les chefs est de conserver les caractères nationaux tout en s'adaptant au milieu américain. Il faut autant de souplesse que d'énergie et de persévérance. L'état d'esprit canadien tend à disparaître avec la génération des immigrants. Les pères évoquent des souvenirs de la paroisse canadienne. Ils parlent de la messe à minuit et des larmes leur viennent aux yeux. Les jeunes parlent des champions de boxe, des vedettes de cinéma, des équipes de baseball. Le mot de rapatriement n'a pas de sens pour eux. Un orateur perdrait ses effets en invoquant les héros de 1837 ou même le gibet de Regina, c'est-à-dire la pendaison de Louis Riel. Il y a du vrai dans cet extrait, mais cette distance au Québec se creuse au fil des décennies, parfois de manière imperceptible. Et ce n'est pas qu'une situation de perte. Les horizons des Franco s'étendent et deviennent plus cosmopolitains. Pour certains historiens, la Deuxième Guerre mondiale scelle cette fusion. Mais déjà dans les années 1920 et 1930, il est question de Franco-Américains à part entière. Cela n'empêchera pas la culture de continuer à se transformer jusqu'à nos jours. On présente très souvent les 30 années suivant la Deuxième Guerre mondiale comme étant une période de déclin. Certes, l'intégration se poursuit. Les hommes conscrits baignent dans un environnement entièrement anglophone. Le GI Bill mènera certains vétérans vers des institutions collégiales qui, elles aussi, privilégient l'anglais.
Sans doute, la connaissance de l'anglais aux États-Unis est essentielle, surtout lorsqu'il est question d'ascension sociale et économique. Avec l'exode urbain de l'après-guerre, on s'éloigne des écoles catholiques bilingues. La génération qui suit dépendra davantage d'écoles publiques entièrement anglophones. Cet étalement, qui accompagne la fermeture d'usines, annonce la fermeture de certaines institutions qui servaient de piliers de la survivance. Dans certaines familles, on a déjà 4 générations du moment de migration. Donc, on ne doit se surprendre que l'américanité prenne à ce moment sa pleine part de l'identité franco-américaine. Mais plutôt que de parler de déclin, il serait peut-être plus juste de voir en cette période un réajustement. On remarque la continuation de progrès économiques qui ont débuté à la fin du 19e siècle et qui ne touchent pas toutes les familles également. Si on garde l'œil rivé sur le petit Canada, on perd de vue celles et ceux qui ont quitté ces quartiers tout au long de cette période. Et le réajustement implique de nouvelles initiatives telles que la Fédération féminine franco-américaine. Un cycle de renouvellement débute d'ailleurs au cours des années 1970, alors que le mouvement culturel quitte les sous-sols d'églises enfumées pour notamment s'implanter sur des campus universitaires, comme ça se fait à l'Université du Maine. Il y a aussi une prolifération de sociétés historiques et généalogiques, et c'est un phénomène qui se pointe dans plusieurs communautés ethniques blanches. On a aussi accès à cette période à des fonds publics qui financent des programmes d'immersion et de publication. Ces subventions disparaissent sous le président Reagan. Mais il y aura d'autres opportunités pour la langue, par exemple avec l'arrivée d'autres communautés immigrantes francophones issues de l'Afrique ou des Caraïbes. Le rapport au Québec change passablement entre 1950 et 1980. Peu à peu, la presse québécoise met fin aux chroniques d'actualité franco-américaine, reflétant l'amenuisement des rapports familiaux de part et d'autre de la frontière. Or, déjà à la fin des années 1960, des journalistes québécois s'aventurent aux États-Unis pour redécouvrir le monde franco-américain. Et, depuis, ça se fait aux quelques années. On compare la culture franco-américaine à celle du Québec, parfois de manière injuste, puisque ces deux groupes ont vécu des réalités très différentes au cours du dernier siècle. La nouvelle génération qui prend sa place dans les années 1970 s'inspire en partie du mouvement nationaliste et souverainiste québécois. C'est vrai. Certains militants franco croient qu'un Québec indépendant pourra servir les espoirs collectifs des francophones nord-américains. L'engouement politique a depuis reculé. Au début du 21e siècle, on se tourne davantage vers le Québec comme symbole d'un rapport généalogique et historique. Il y a tout de même le tourisme dans les deux directions et des rendez-vous culturels, que ce soit un sommet de l'ACTFAN en Beauce dans les années 1990 ou l'événement Franco Connexion à Burlington en 2017. Ici, on voit certains des nouveaux horizons. Une langue commune réunit diverses communautés ethniques francophones du côté des États-Unis et un héritage commun sert parfois de tremplin à des échanges économiques plus soutenus. Nous avons déjà discuté de quelques-uns des éléments qui paraissent ici. Une culture qui évolue surtout en anglais et un nouveau rapport au Québec. J'ai parlé de cycle, le renouveau des années 1970 représentant un moment d'affirmation. Eh bien, nous voilà dans une situation semblable aujourd'hui. Dans les 5 dernières années, l'univers numérique a permis de nouvelles connexions dans le Nord-Est et ailleurs par voie de blog, de balado, de conférences virtuelles et même un géotour. Il y a des événements en présentiel, dont des groupes de conversation françaises, le Poutine Fest, le rassemblement des jeunes franco-américains, des concerts, sans compter des cours, des programmes tels que le mineur en études franco-américaines à Orono, et puis des institutions qui promeuvent la culture depuis longtemps, que ce soit à Woonsocket, dans la vallée du Haut-Saint-Jean, ou à Champlain, dans le nord de l'État de New York. J'ajoute que l'écriture de l'histoire franco a aussi vécu une petite renaissance ces dernières années. Les cartes que nous avons ici nous donnent d'abord les endroits où les gens d'ascendance française et canadienne-française forment une pluralité de la population locale. On les voit dans les endroits en bleu pâle sur la carte de gauche. C'est donc dire qu'aujourd'hui, l'héritage canadien-français est souvent plus visible dans des régions rurales ou de petits centres tels que Berlin ou Rumford, plutôt qu'à Fall River ou à Lowell. La langue survit tant bien que mal dans le nord du Vermont, du New Hampshire et du Maine.
Je ne veux pas trop m'attarder sur la question de la visibilité et du succès, mais le monde franco n'est pas sans ses success stories, même si souvent l'histoire franco-américaine les a elle-même oubliés. Bon, pour la plupart, on connaît Jack Kerouac, mais pensons à de grandes vedettes, Emma Albini, Rudy Valley, Eva Tanguay. Louis Cyr passe une partie de sa jeunesse à Lowell. Il y a le fondateur de Aubuchon Hardware, Patagonia, Trader Joe, des politiciens dont ceux que j'ai mentionnés plus tôt, des femmes qui se sont démarquées par leur indépendance et leurs idées avancées, comme Camille Lessard-Bissonnette, Yvonne Lemaître et Corinne Rochelot-Rouleau. Et j'en passe. Les Franco se sont affirmés en se taillant très littéralement une place sur la carte du nord-est états-unien. Ils ont marqué le paysage urbain et rural de la région. Lorsqu'on commence à les voir, on perçoit leur présence partout. Ils ont d'ailleurs dédié un monument près de Québec lors du 400e anniversaire de la ville en 2008. Un salut aux disparus. Tous ces lieux de mémoire laisseraient croire que la vie franco-américaine est chose du passé. On ne sait pas ce que réserve l'avenir aux gens qui s'identifient comme franco ou encore à leur culture, mais n'oublions pas qu'ils ont un présent autant qu'un passé. Voilà donc un bref survol de l'histoire des Franco-Américains et des Franco-Américaines. Vous soupçonnez peut-être qu'une telle conférence pourrait aisément devenir un cours de plusieurs heures. Je vous épargne. Mais il y a beaucoup à découvrir au-delà de ces 3 capsules vidéo. Les liens vers d'autres pages paraissent dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre, à commenter, à partager et à plonger dans ce fascinant univers. Merci.